Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Notre vie à domicile. On est toujours sur le thème des aidants. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un service de l'AMSAT qui s'appelle Mémosiad. Je suis avec une personne, avec Sandrine, Ève, Marie-Pierre et Stéphane. Et déjà, je vous remercie de me recevoir. Donc aujourd'hui, on va définir ce que c'est Mémosiad, puisque à quoi sert ce service. Ils vont chacun se présenter et puis évidemment, nous parlerons de leur accompagnement des aidants. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour rapidement, vos métiers, puisque vous allez voir, ils n'ont pas tous le même métier, et un peu mémocial aussi. Qui veut prendre la parole? Stéphane. Donc, En général. Stéphane, psychomotricien à mi-temps sur Mémosiad, l'un des deux thérapeutes de l'équipe. merci Stéphane. Moi, je suis Marie-Pierre Guido, je suis ergothérapeute et à mi-temps également sur l'équipe Mémosiad. Moi, je suis Ève Mio, je suis ASG à 100% sur l'équipe Mémo. ASG, tu peux nous dire ce que c'est? Assistante de soins en gérontologie. Merci. Sandrine, ASG également à 50% sur Mémosiad. Bien, merci de m'accueillir. On est vraiment dans leur bureau, là, vous ne le voyez pas, mais on est vraiment, voilà, je suis arrivée chez eux. Ils m'accueillent vraiment dans leur maison, ou en tout cas dans leur bureau. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer justement c'est quoi ce service Mémosiad et qu'est-ce que vous faites auprès des bénéficiaires? Je vois qu'on montre Stéphane, alors on va demander à Stéphane Oui, en de le général, faire. L'équipe Mémosiad, c'est une équipe spécialisée Alzheimer, et on va dire de manière plus générale, on s'occupe de tout ce qui est maladie de la mémoire. Donc on intervient sur prescription médicale pour des personnes qui sont encore à leur domicile ou en famille d'accueil. Et on intervient sur 15 séances de réhabilitation, de stimulation cognitive et numérique. Parfait. On sait pourquoi vous l'avez montré. Du coup, donc, on est sur ce thème des aidants et donc évidemment, quand vous intervenez au domicile, j'imagine qu'il y a des aidants. Comment se déroule, je sais pas, une prise en charge pour une personne et comment vous intégrez l'aidant aussi dans cette prise en charge-là? Alors, généralement, à partir du moment où une personne est admise dans notre commission Mémosiad, on fixe une première rencontre avec l'aidant et le proche qui présente une pathologie cognitive. On s'y rend, Stéphane et moi, tous les deux, en binôme. Et on fait un état des lieux de la situation à domicile, c'est-à-dire le recueil de données avec toutes les informations sur l'histoire de vie de la personne, ses habitudes de vie, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait plus, ce qu'elle aimait. Et donc là, l'aidant, il est vraiment pour vous essentiel? En tout cas, pour cette première visite, oui, parce qu'il y a souvent des différences entre ce que la personne peut livrer et ce que l'aidant vit de son côté et voit du quotidien à domicile. Et ensuite, donc, vous définissez des séances? Alors, suite à cette première séance, on a déjà une petite idée du projet d'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place. Mais il est validé aussi par une deuxième séance où on fait des évaluations de la mémoire pour évaluer un petit peu ce qui est performant et ce qui peut-être l'est un petit peu moins. Et sur ce temps-là, comme on est tous les deux avec Stéphane en binôme, il y en a un qui prend un temps avec l'aidant pour évaluer un petit peu la charge que ça représente pour lui de s'occuper de son proche, pour évaluer s'il y a des troubles du comportement présentés par le proche, et puis voir un petit peu l'autonomie d'un côté. Donc là, en fait, ce que j'entends, c'est que vous faites aussi du repérage de la fragilité de l'aidant. Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes en capacité de le repérer et de lui proposer autre chose. En tout cas, une prise en charge, ou, enfin, alors pas vous, mais en tout cas Oui, de le diriger. Et ensuite, hop, ce sont les collègues là qui interviennent, c'est ça? Voilà, à la troisième visite, on va présenter à la personne et à son entourage, son aidant, le projet d'accompagnement et l'une de nos collègues ASG qui va intervenir pour le reste des séances, pour les 12 séances qui vont rester par la suite. Et donc c'est là où vous intervenez. Vous faites quoi, vous, mesdames, du coup, sur ces séances-là? Nous, notre fil conducteur, ce sera le projet personnalisé, qui est forcément pas toujours figé. Il peut aussi évoluer au fil du temps. Vous arrivez au début, vous, des prises en charge? C'est ça, c'est les débuts, Ouais. en tout cas, de... Souvent. Souvent, on ouvre les portes aussi. Enfin, oui, Oui. on ouvre les portes. Il y a aussi la notion de l'aidant aussi, où
On aime bien aussi tenir un temps aussi avec les dents, soit en début, soit en fin d'accompagnement, pour un peu leur conseiller sur l'accompagnement du proche et leur donner des petites pistes. Ça vous arrive du coup d'intervenir chez des personnes où rien n'a été mis en place, donc vous êtes les premiers. Et donc Ça là, arrive, oui, les aidants doivent en tout cas se dire ah, une bouée, enfin quelqu'un qui vient m'entendre et me. Et proposer peut-être des choses. Oui, et parfois juste les écouter aussi, c'est déjà beaucoup. Ouais. Quand on est aidant de quelqu'un qui a un trouble cognitif, ça change un peu la donne. Ben, ça change un peu parce qu'en fait, il faut réapprendre des manières d'aborder les activités qu'on faisait avant. Quelqu'un qui a une hémiplégique, on va pouvoir mettre en place des aides techniques palliatives à ça. Alors que là, il faut tout réapprendre et tout décomposer, des choses qui paraissent évidentes. Il faut que les dents pensent à le faire. C'est ça qui est épuisant pour les dents. Et puis ce qui est déstabilisant pour les dents, c'est que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce qui va marcher un jour, le lendemain ne va pas forcément marcher. Donc c'est souvent, il fait exprès. Les dents, c'est ça, cette difficulté-là aussi. Pourquoi hier ça marchait et aujourd'hui ça marche pas. En effet, là, il faut toujours qu'il s'adapte, il faut toujours que. Et H24. Et H24, oui, c'est ça, c'est tout le temps. Et c'est vrai que c'est souvent à l'aidant de s'adapter et la personne aidée n'est plus en capacité de s'adapter. Donc c'est là toute la difficulté pour l'aidant. La place de l'aidant est prépondérante parce que dans toute la mise en place des outils que les filles vont mettre en place, dans les outils de mémoire, nous on y va une fois par semaine et on sait que ça marche, c'est par la répétition. Mais nous on y va pas, c'est souvent pour ça, donc on intègre l'aidant là-dedans pour qu'il puisse intégrer ces outils-là. Et si la personne commence à prendre des habitudes, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. D'accord. Ça veut dire que c'est votre relais, vraiment. Qui interviennent aussi au domicile professionnel. Oui. C'est votre premier relais, les dents. Pour vous, c'est. Tout en étant vigilant à ne pas le solliciter encore plus de ce qu'il est. On essaie de mettre en place des choses qui sont soulagées aussi. Faciles à faire. Est-ce que vous, ça vous arrive d'intervenir chez des gens où la personne aidée, le bénéficiaire, ne reconnaît plus son aidant ou pas encore? C'est souvent ponctuel. Ça, c'est d'accord. C'est pas notre. C'est pas. Oui. Il y a un moment donné. Un moment où il y a eu un trouble qui a fait que. Et puis après, voilà, ça revient. Enfin, on se rend compte que c'était son mari ou sa femme dans le lit. Oui. Des fois, ça peut, oui. Des périodes. Oui. Ah oui, alors ça, c'est quand même. Alors pour les dents, ça doit être compliqué et pour l'aider aussi. Du coup, de se dire, je réveille la nuit, je ne sais pas qui est à côté de toi. Oui, ça peut être anxiogène. Oui, ça peut être plus qu'angoissant, en effet. Après, c'est une de leurs premières craintes. Souvent, il me reconnaît pour les dents et je reconnais encore mes enfants. C'est les deux choses. C'est vraiment les deux points qui sont essentiels. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui reviennent souvent. Donc vous arrivez à ralentir le trouble, mais pas forcément à l'arrêter. Enfin, vous n'allez pas guérir les gens, on est d'accord, malheureusement. Mais est-ce que du coup, vous expliquez aussi à l'aidant ce qui risque de se passer? Pour ma part, je trouve que c'est extrêmement difficile de parler dans le futur parce que chaque personne est différente. Bien sûr. Selon les accompagnements, selon ce que fait la personne et tout ça, les évolutions ne sont pas les mêmes, selon différentes. Après, on peut conseiller parfois quand on suspecte qu'il peut y avoir de la violence. D'accord. Qu'il y a des traitements qui permettent d'apaiser, quand il y a des comportements qui deviennent un peu problématiques, agressifs, on les conseille aussi sur le fait d'en parler au médecin, qui peut mettre en traitement pour apaiser, pour essayer, mais on ne les projette pas en effet sur le devenir, parce que certains vont fuguer, même si ce n'est pas le même mot, ils vont se perdre à domicile, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui vont être apathiques. Donc, ça, c'est une pathologie qui est tellement différente pour tout le monde que c'est difficile de définir ce qui va se passer. La première fois, on disait tout à l'heure, vous intervenez souvent les premiers. C'est difficile d'ouvrir sa porte à quelqu'un et de dire venez nous aider. Est-ce que vous avez aussi cette mise en confiance qui est obligatoire, en tout cas quand vous rentrez? Oui, ça prend du temps. Alors après, le fait aussi qu'on soit un homme et une femme, ça permet de créer le couple thérapeutique et du coup, ça facilite. Il y a certaines dames qui ne veulent absolument pas parler avec moi parce que l'homme, c'est dangereux. Donc du coup, ils vont les plus sur dans les pierres. Et quand il y a des conflits et dans l'aider, il arrive parfois, ça permet aussi plutôt de dire les choses face à l'aidant et ça va générer des perturbations, mais qu'on puisse s'écarter aussi.
Mais d'une manière générale, les gens se confient assez bien, on prend le temps. On prend le temps, Oui, c'est ça notre aussi. première Combien rencontre, combien de notre temps ça première dure? rencontre, c'est 2 heures. Ah oui, On a cette chance d'avoir ce temps-là. Ouais, on a cette chance de pouvoir maintenir ce temps-là et de prendre le temps. Mm. Il y a des répétitions, quand les personnes reviennent toujours sur les mêmes histoires, on les laisse finir, on ne les coupe pas, on les laisse finir, et du coup, il faut arriver à dérouler, donc ça prend à peu près 2 heures. Le fait que ce soit donc Marie-Pierre et Stéphane, vous êtes les premiers, et ensuite c'est vous qui venez avec ou Ève ou Sandrine, ça permet aussi cette confiance-là de dire vous inquiétez pas, elle fait partie de l'équipe, on vous Passer le confie, relais. de passer le relais. On ne le faisait pas au début et on s'est rendu compte qu'en fait, on perd en effet une séance à faire ça parce que c'est une séance de présentation de projet et ça facilite l'entrée des filles ensuite. Elles ont déjà été repérées une fois et d'une manière générale, ça se passe sur la C'est pas une séance forcément perdue. Non, pas perdu, mais C'est une gagnée pour les autres. Ouais, mais, voilà. ça permet de gagner du temps parce qu'il y a des gens qui sont quand même très craintifs. En effet, leur crainte, c'est qu'on vienne pour une personne de retraite. On rassure bien là-dessus que nous, c'est le contraire. On est plus là pour le maintenir à domicile. Voilà, prendre un projet personnalisé, quand vous définissez ce projet, vous le faites avec la personne, avec son aidant aussi. Est-ce qu'il fait partie du travail réalisé Dans la mise en œuvre, on a le recueil de données où on voit la personne, Oui. on dégage des axes de travail. Avec Marie-Pierre, on met la mise en forme, expliquer suite au bilan qu'on a fait, qu'on a pu repérer, parce qu'on sert aussi de leur point d'appui. La mémoire, elle n'est pas efficace partout. Il y a des endroits encore bien performants que d'autres. On rédige un projet, on vient leur présenter. On voit avec eux s'ils sont d'accord et s'ils ont pensé à d'autres axes, en sachant que pendant le recueil, souvent les gens nous disent ben là, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus autonome dans la toilette ou qu'elle continue à cuisiner, des choses qu'on intègre dans le projet personnalisé. Et ils ont la possibilité, s'ils veulent, de modifier ou de rajouter quelque chose ou de dire non, ça je ne veux pas prendre le travail. C'est le squelette en fait de notre intervention. Après, comme ça. Sandrine, tu disais, voilà, c'est ça que ça peut évoluer. C'est pas figé, oui. C'est pas figé. Parce que parfois aussi, entre ce que l'aidant veut et ce que la personne veut réellement, il y a des différences. Comment vous faites quand il y a un écart comme ça? Parce qu'en effet, parfois, et on l'a vu sur les autres témoignages, enfin voilà, on se dit, l'aidant, en gros, il veut aller à gauche, l'aider à droite. Et comment vous faites, vous, pour aller à droite-gauche ou à gauche-droite? Je ne sais pas comment. L'aidant, des fois, n'a pas forcément conscience aussi des troubles de la personne ou au contraire des capacités de la personne. Et du coup, c'est aussi notre travail de mettre en avant aussi leur capacité ou leurs incapacités. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que l'aidant, il est avec la personne, il vit avec, mais en fait, c'est difficile de se mettre en mode un peu méta, c'est-à-dire se dire, ok, parce qu'il y a aussi tous les sentiments, tout à fait, et selon le couple, on en parlait sur d'autres podcasts, on disait, parfois l'aidant, il se met en effet, alors sur des situations où vraiment on est, par exemple, dans l'accompagnement de fin de vie, etc., où en fait la personne, elle voit plus du tout son mari, sa femme, en fait, c'est l'infirmier. Enfin, c'est vraiment. Donc bon, vous, comme vous êtes au début, on a les prémices de peut-être ça, mais voilà. Donc, ce que tu disais, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à ce que chacun garde son rôle, le préserver l'aidant en tant que mari ou épouse ou enfant, mais quand même aussi à l'accompagner quand même dans l'accompagnement de son proche aussi, malgré tout. Donc, des fois, c'est pas toujours en fait, vous êtes facile à la position qu'on a en tout cas. Et oui, c'est ça. Ce qui est aussi riche, toujours de la dentelle, quoi, ce que vous faites. Ouais, c'est toujours. Qui est aussi intéressant dans ce métier, en fait. On l'a pas dit au début, ça fait combien de temps chacun que vous faites ce métier-là? Moi, formellement, ça fait 10 ans. Oui. 15 ans pour Sandrine. Marie-Pierre, ose pas dire ou pas? Non, je récapitule sur mes mots. Comme Sandrine, depuis le délan de nous, Sandrine et moi. Vous avez fait l'ouverture en fait. Là, ce que vous ne voyez pas, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est que chez Memo, alors, il y a un grand bureau, etc. Mais il y a aussi plein d'armoires remplies de plein de choses, des tapis, des jeux, il n'y a pas votre chariot, mais d'habitude, il y a un chariot avec du matériel. En fait, vous arrivez avec vraiment du matériel chez les gens, des jeux de société, mais que vous adaptez, c'est ça? À l'AMSAD, il faut savoir qu'on a des armoires avec des jeux, en fait, des jeux de société, pour que les aides à domicile puissent venir chercher des jeux et les utiliser chez les bénéficiaires. Dans ces armoires-là, vous nous avez fait un petit classeur, en fait, avec des activités écrites pour travailler.
Donc il y a aussi ce relais qui peut être, on le disait, hein, qui peut être fait en effet. Et Stéphane, combien de temps toi? Il nous a pas dit. Moi, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Donc c'est quand même une équipe, je vais dire vieille, je vais changer de mot. Quelle expérience. Voilà. On est sur une équipe qui a de l'expérience, du coup, en effet, Une équipe stable. stable et qui a de l'expérience. Est-ce que vous partagez? Est-ce qu'il y a d'autres mémosiades, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, sur la France, on va dire? Est-ce que vous arrivez à partager avec eux quand même ou, Oui, on rencontre tous les 3 mois, tous les trimestres ou tous les 3-4 mois les équipes spécialisées de la Gironde. Ah oui, d'accord, Oui. même un vrai relais. Oui, à tour de rôle, on se reçoit. Et du coup, vous faites quoi en fait dans ces réunions? On met en place les outils, on a une fiche de demande commune. Toutes les ESA ont la même fiche de D'accord. demande pour que ça soit plus facilement repérable au niveau des prescripteurs. On parle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer, justement, dans la mise en place des relais pour les aidants ou pour les personnes. On travaille sur des outils, sur la liste d'attente avec des critères d'inclusion, enfin des outils un petit peu général et sur le fonctionnement global un peu des ESA avec les particularités un peu aussi de chacune des équipes. Elles ne sont pas toujours toutes composées de la même manière. Est-ce que tu peux nous dire ESA, ce que ça veut dire? Équipe spécialisée Alzheimer. Merci. Et nous, on a fait le choix d'appeler la nôtre Mémosiade, mais c'est pas le même nom. C'est ça, c'est ESA, c'est le nom commun pour tout le monde, c'est l'équipe spécialisée Alzheimer, Voilà. et vous avez fait le choix Un d'appeler petit ça nom. Mémosiade. Chacun dans son nom, d'ailleurs. Chaque ESA a un nom à soi. Bah, nous, on a choisi de choisir Mémosiade pour la mémoire, et parce qu'Alzheimer, c'était déjà c'est un terme qui fait peur, Puis alors, c'est Oui. vrai. c'était plus restrictif, Oui. Ouais. alors qu'on intervient sur bien d'autres pathologies qu'Alzheimer. On parlait tout à l'heure d'agressivité. Quand c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire quand l'aidant il est tellement épuisé que lui il peut avoir des gestes. Comment vous travaillez cette partie-là? Comment vous le repérez? Et qu'est-ce que vous en faites de ce repérage-là? Bon, les gestes, c'est rare. Les paroles, oui, c'est souvent en forme de. Enfin, ça révèle un épuisement de l'aidant. Pour aller jusqu'à un placement en EHPAD, parce que c'est plus possible pour les dents, et ça paraît maltraitant Et pour après- eux. Nous, notre objectif, c'est le maintien à domicile, mais dans les meilleures conditions possibles. S'il y a danger pour l'un ou pour l'autre, ça peut aller jusqu'à un placement, même si c'est des situations qui sont assez rares. Voilà, après, on Pour vous, oui. propose d'autres choses avant. Oui, il y a plusieurs relais relais temporaires, des temporaires temporaires. C'est un peu soufflé. Ouais, et puis Les deux, filles, les dents et les dés. Les filles aussi mettent beaucoup de sens dans les comportements en expliquant la maladie, que c'est pas volontaire, c'est pas tout ça, et que le fait de voir quitter la pièce après une engueulade, vous revenez, la personne, en effet, ne se souvient plus de l'engueulade, c'est plus vous qui êtes encore un peu agacé, mais du coup, ça permet, donc on leur donne aussi ces... Leur donner des clés comme ça. Ouais. Là, après le temps qu'on leur accorde aussi de pouvoir se confier à nous. Où vous Après, allez- Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on comprend l'autre, on le respecte. Enfin, c'est pas du respect, mais en tout cas, quand on comprend l'autre, on saisit ses intentions Ouais, et quand il y a du sens, Oui, on s'adapte à la personne. oui, bon, là, c'est la maladie, c'est pas lui qui parle. Donc, je vais essayer Ouais, de prendre ça, c'est important aussi. dans ce rôle-là aussi d'information. Donc oui, c'est ça, c'est que vous avez aussi un rôle d'éducation un peu et d'information auprès de l'aidant. Donc on sait bien, on le voit dans toutes les émissions qu'on a fait, c'est qu'à un moment, quand l'aidant il a la parole, et quand il a vraiment quelqu'un qui l'écoute pour de vrai, Oui. Ça change. Mais parfois, rien que de livrer voilà, ses sentiments et tout ça, ça apaise. Hein. Des fois, rien que le fait Bien de sûr. pouvoir discuter, échanger, se confier. Et, et en plus, on se rend compte que ça, c'est aussi bien valable pour les dents que pour la personne malade. Voilà, parfois, Pour se ça, ouais. confier ses difficultés à une personne neutre, une personne avec qui on n'a pas forcément de lien affectif, on se rend compte que des fois, ça débloque aussi. Ça, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que parfois, quand on a conscience de sa maladie, etc., aller le dire, j'en peux plus, je suis épuisée, à son mari, sa femme, c'est compliqué. Mais quand on a comme vous une personne neutre, comme tu disais, qui n'a pas de lien affectif, ça peut débloquer complètement la situation. En tout cas, aider. Souvent, nous, avec Sandrine, quand on fait des balades sur l'extérieur, ça permet souvent ça. Cette personne, l'aider de pouvoir un peu exprimer tout ça. Dans votre prise en charge, vous pouvez partir en extérieur. Oui, tout à fait. Ça veut dire que pendant cette heure-là, les dents, ils souffrent un peu. Oui. Et les dés, ils se confient. Voilà. Pendant nos séances, on dit souvent à l'aidant qu'il n'est pas forcé
de rester pendant toute la séance. Oui. Mais Il peut s'échapper, entre guillemets. Mais au Mais, contraire, ouais. Et il y en a qui en profitent pour justement aller prendre un petit peu l'air pendant une petite heure. ça leur permet, en fait, Tout vous êtes ça, le premier palier de la compréhension pour les dents et de un peu son répit, enfin, de son soulagement, de se dire c'est bon, quelqu'un m'a entendu et vient. Est-ce que vous avez alors un dernier mot à dire, alors ou pour les aidants ou pour les aider ou sur mes mots, enfin ce que vous voulez quoi, chacun votre tour. N'hésitez pas à venir. Non, mais ça peut être ça pour vos collègues aussi, n'hésitez pas à Mais bien venir sûr nous qu'ils voir. n'hésitent pas à venir nous voir s'ils ont besoin de conseils ou de choses comme ça. Le bureau est ouvert. Le bureau, pour ceux qui connaissent comme ça, c'est en face de l'accueil. Vous pouvez pas, faut pas le rater. Il y a écrit Mémosiade dessus, donc n'hésitez pas. On peut aussi vous contacter. N'hésitez pas, voilà, à venir nous voir. Si c'est un aidant qui écoute aujourd'hui, On peut déjà prendre contact avec nous pour qu'on le conseille, pour l'orienter vers justement les consultations de mémoire idéales, mettre en place des choses qui aident. Si le dossier n'a pas été mis en place beaucoup plus rapidement, ça peut le soulager et l'aider à rester. Enfin, on va les conseiller là-dessus. n'hésitez pas à appeler l'AMSAD, on arrivera. On parlait avec le médecin aussi. Ouais, première étape aussi, en parler au médecin traitant qui va aussi pouvoir être conseil sur, en effet, Pas rester Là, les différents dispositifs. pas rester isolé. En effet, messieurs, dames les aidants, restez pas isolés. Merci à Mémosia de m'avoir reçu chaleureusement dans vos bureaux. N'hésitez pas, comme ils vous l'ont dit, voilà, si vous êtes un professionnel à venir les solliciter, un professionnel de l'AMSAD à venir les solliciter, si vous intervenez chez quelqu'un, vous voyez qu'il y a des petits troubles, etc., vous savez pas trop quoi en faire de cette situation, n'hésitez pas à venir frapper, on vous a dit la porte en face de l'accueil, vous devriez les trouver. Si vous êtes un aidant ou quelqu'un, même vous, si vous commencez à avoir des troubles, vous êtes sur le territoire de la Haute-Gironde, puisque ce podcast va s'entendre dans la France entière, mais si vous êtes sur le territoire de la Haute-Gironde, n'hésitez pas à venir contacter l'AMSAD. Si vous êtes ailleurs, des ESA, comme on dit maintenant, il y en a sur toute la France. Donc n'hésitez pas aussi, comme disait Sandrine, à solliciter votre médecin traitant, justement, pour qu'ils viennent vous aider, enfin en tout cas qu'ils soient conseil, restez pas comme ça, et en plus on sait que plus tôt on intervient, mieux c'est. Je vous remercie tous les 4 de votre accueil. Je vais m'échapper maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.